Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la une de l'actualité de ce mardi matin. Le passage était interdit dans la nuit du dimanche au lundi dernier au camp Kokolo. Il n'y avait pas d'entrée, pas de sortie. Ce camp militaire pointé du doigt comme siège des criminels a été complètement bouclé par les éléments de la 14e région militaire. Bilan de l'opération, des arrestations des civils comme des militaires et policiers, des saisies d'armes, des chanvres et des machettes. Les images à suivre dans ce journal. Également sommaire de votre secteur, des nouveaux chantiers encore ouverts dans la capitale. Le gouverneur de la ville vient de procéder au lancement de la deuxième phase des travaux de réhabilitation de plusieurs routes à Kinshasa. L'avenue Assosa, Kalembelembe, Kabambare parmi les routes concernées pour cette deuxième phase. Le coup d'envoi a été donné hier dans la commune de Bandalungwa. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région de la radio-télévision nationale congolaise. Le rendez-vous sera de nouveau respecté cette année au Maroc. Rabat, la capitale, va accueillir la 16e édition du Forum international MEDEIS 2024. Et ce rendez-vous annuel aura lieu du 27 au 30 octobre. Au 30 novembre de cette année, et c'est la première ministre qui va porter la voix de la RDC à ses assises. Judith Suminwa est arrivée hier à Rabat. Chimendondo. Pas de répit pour la première ministre Judith Suminwa Tuluka, revenue d'une tournée déterminante au Nord Kivu et en Ituri pour évaluer l'état de siège et l'application de mesures d'assouplissement en faveur des opérateurs économiques. La chef du gouvernement a posé ses valises en fin de soirée du dimanche 24 novembre 2024 au Maroc. Accueillie à Rabat par l'ambassadeur Henri Mayanga, accompagné des diplomates, Judith Suminwa Tuluka portera la voix de la RDC à la 16e édition du Forum MEDEIS. Un événement annuel qui débute ce lundi à Tanger sous le thème « Souveraineté et résilience vers un nouvel équilibre mondial ». Il constitue donc une plateforme clé pour le dialogue stratégique entre les dirigeants du pays du Sud. Accompagné de quelques membres de son gouvernement, dont le ministre du Commerce et celui de l'Agriculture. La visite de la première ministre congolaise s'inscrit dans la dynamique de renforcement de liens entre le Maroc et la RDC, des pays unis pour une vision commune de développement africain, à travers la coopération et les échanges stratégiques. Les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur Jacquemaine Chabani et le ministre de la Communication Média Patrick Komouyaya étaient devant la presse pour un briefing aux presse. La mission d'évaluation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu était le principal thème abordé. Le détail avec Jacques Kabomba. Lors du briefing hebdomadaire qui s'est tenu le dimanche 24 novembre à l'RTNC, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, a co-animé la rencontre en compagnie de Jacquemain Chaban-Elouko, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Thème retenu, mission d'évaluation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Vu les circonstances sécuritaires que traversent toujours ces deux provinces, le président de la République a estimé qu'il était important que Madame le Premier ministre puisse faire une évaluation de la situation sur terrain pour que le gouvernement puisse rassurer le président de la République de la nécessité, de la manière par laquelle il devait aussi voir comment faire évoluer les allègements au niveau des mesures prises par l'état de siège. En rapport avec les phénomènes Koulouna qui a atteint son paroxysme dans la ville-province Kinshasa, les deux membres du gouvernement ont réagi en ces termes. C'est un phénomène social qui touche à la justice, qui nécessite la mise en place, d'abord la prise de décision, et puis qui nécessite que ces décisions suivent un processus pour atteindre des résultats. Votre gouvernement a pris un certain nombre d'initiatives qui sont en cours de gestion. Nous avons au niveau de la police nationale des directives dans les différentes grandes villes. Nous avons au niveau et de la police et de la justice un certain nombre d'initiatives avec des audiences foraines qui vont à un certain moment nous permettre de réduire le taux de nuisibilité de ce phénomène. Nous avons eu l'occasion d'aborder les sujets lorsque nous atterrissions en apprenant la nouvelle
en informant la Première ministre. Il y avait évidemment le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice. Donc des enquêtes ont déjà été diligentées parce que ça s'est passé dans cet axe autour du camp Kokolo. Peut-être que le vice-premier ministre ne l'a pas rappelé, mais plusieurs fois il nous a dit en conseil qu'il y avait évidemment des mesures, notamment de chambres foraines. Au-delà du fait qu'il faut répondre à la problématique de l'emploi de jeunes et tout ce qu'il y a autour, mais tout ce qui constitue des actes de criminalité sont sévèrement sanctionnés et on fait des chambres foraines justement pour montrer l'exemple de la dissuasion qui doit caractériser tous ceux qui pensent qu'ils peuvent agir par la violence de cette manière. Nous espérons que justement les enquêteurs qui sont déjà en train de fouiner sur le sujet pourront mettre la main sur les auteurs de ces crimes et qui pourront répondre devant la loi. Il faut noter que le gouvernement a pris un certain nombre d'initiatives au niveau de la police et de la justice avec des audiences foraines qui vont permettre de réduire les taux de nuisibilité de ces phénomènes. Cette campagne va connaître les concours du ministère de la Communication et Médias car elle concerne toutes les provinces au même moment. Je le dis au sommaire, le passage était interdit dans la nuit du dimanche au lundi dernier au camp Kokolo. Il y avait pas d'entrée, pas de sortie. Ces camps militaires pointés du doigt comme siège de criminels a été complètement bouclé par les éléments de la 14e région militaire. Bilan de l'opération, des arrestations des civils comme des militaires et policiers, des saisies d'armes, des chanvres et de machettes. C'est un reportage de Julien Piana rendu par Edith Chalakatala. 17 criminels identifiés, 204 personnes interpellées, dont 150 civils, 27 militaires, 11 de la police nationale congolaise et 13 personnels civils, 6 armes AK-47, 7 chargeurs garnis, une quantité de munitions, 19 machettes et une quantité considérable de chanvre. Telle est la prise de l'opération menée dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 novembre 2024 au quartier Jérusalem et 10 maisons du camp Kokolo. Le commandant 14e région militaire et commandant de la task force de la ville de Kinshasa, le général-major Stazin Kizimumbuyu, qui a personnellement supervisé cette opération, a rappelé sa détermination à lutter contre toute forme de banditisme dans les camps militaires. Vraiment un travail que nous devons faire et un travail auquel nous devons nous acharner, lutter contre toute forme d'insécurité. Donc la ville de Kinshasa, elle se porte bien et elle va bien se porter et les gens vont fêter dans la paix, dans la quiétude. Qu'ils ne se plaignent pas, nous sommes là. Leurs forces de défense, leur police sont en train de travailler pour la population. Dans la philosophie de l'autorité suprême, le président de la République, mais également du chef d'état-major général qui est le chef des armées. S'adressant aux militaires lors de cette parade circonstancielle, le général-major Stazimbuyu Kizimu a félicité tous les militaires engagés dans cette opération pour leur discipline et professionnalisme pendant ce bouclage. Il a par ailleurs promis que des mesures sévères seraient prises pour que les fêtes de fin d'année se déroulent en toute quiétude sur toute la garnison de Kinshasa, comme le veut le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. Obtention des cartes d'identité nationale et sécurisée, la vice-ministre de l'Intérieur à la recherche des solutions en séjour au Ghana. Elle a discuté avec le partenaire hier et Jeuni Tchelakamba a eu des échanges avec le membre de l'entreprise ghanéenne Marken Group spécialisé dans ces domaines. Tete Bungunja. La séance de travail de plusieurs minutes entre la société Marken Group et la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tchelakamba, a permis à la délégation congolaise de se faire une idée sur les avancées technologiques dans la délivrance de la carte d'identité nationale depuis maintenant près de 20 ans au Ghana. Dans leurs exposés respectifs, le directeur général Moses Biden et son staff se sont attelés sur les prouesses réalisées depuis les débuts du processus qui a permis ces jours à plus de 30 millions de Ghanéens d'obtenir ces documents produits par l'usine Intelligent Card Production Systems via une base de données fiable et sécurisée animée par National Identification
Authority. Ce qui n'a pas laissé sans mot la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, qui a rappelé à l'assistance la détermination du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de mettre fin à toute infiltration et de redonner dignité aux Congolais. All seems to be very good for us. Notre passage ici chez vous, au Ghana, marque la ferme détermination de notre chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, via sa vision portée par le gouvernement pour redonner dignité au peuple congolais avec la dotation d'une carte d'identité nationale et sécurisée. And for now, let us go up to the end to finish. Ces différents échanges vont permettre d'élaborer un cahier des charges précises pour la future production de cartes d'identité, comme l'a précédemment annoncé au Conseil des ministres le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Ouverture aujourd'hui du 5e congrès mondial africain des neurochirurgies à Kinshasa. Les travaux qui vont se dérouler pendant 3 jours vont réunir plus de 500 médecins de 86 pays. Un premier groupe de ces congressistes venus de plusieurs pays du monde est atterri hier à l'aéroport international d'Indjili. Rodépanda était sur place. 500 médecins congressistes venant de 86 pays sont attendus à Kinshasa pour participer au 5e congrès mondial africain de neurochirurgie qui se tiendra à Kinshasa. Le président mondial de cette société de neurochirurgie va personnellement rehausser de sa présence ces grands forums médicaux. Des exposés, échanges et formations sont prévus, mais également des interventions chirurgicales gratuites. Les premiers groupes de ces congressistes déjà présents dans la capitale précisent. À Kinshasa pour participer au congrès annuel de la CANS et nous sommes très ravis de voir ce beau pays. C'est un tremplin de la connaissance dans le monde neurochirurgical, donc on attend de repartir avec le plein de connaissances de ce congrès. C'est la première fois que j'arrive à Kinshasa et heureux par l'accueil chaleureux que nos collègues nous ont réservé. Ça démontre combien de fois ils sont solidaires et qu'ils veulent faire de ce congrès un succès. Un moment de science, de donner et de recevoir qui va se passer aussi bien à Kinshasa. Des bourses au bénéfice de 200 aspirants à cette spécialité sont disponibles. La remise officielle des tickets de formation et spécialisation en neurochirurgie interviendra à l'issue de ces assises du 5e congrès mondial spécialement pour les pays africains. Et justement, en rapport avec ces congrès qui s'ouvraient aujourd'hui, le plateau en neurochirurgie en RDC a pris du volume. Aujourd'hui, 80% des malades sont soignés ici en RDC pour le traitement. 20% seulement sont traités à l'extérieur. Des chiffres évoqués par l'un de ces congressistes qui va participer à cet atelier lors de son passage sur nos installations. On l'écoute. On devait montrer que le plateau technique en neurochirurgie en RDC a quand même augmenté. Il y a de cela 5 à 6 ans, presque 80% de nos malades étaient transférés à l'extérieur pour se faire soigner en neurochirurgie. Mais avec cette organisation, aujourd'hui, nous sommes à 20% qui se font transférer, 80% restent sur place au pays pour le traitement. Et pour prouver cela, nous avons, lors de cette manifestation, reçu presque 350 spécialistes venus du monde entier de ces 36 pays. Et ce sont les plus grands spécialistes de neurochirurgie au monde qui sont venus opérer dans nos blocs opératoires. Nous avons opéré au Camp Tchatchi avec des techniques que personne ne pouvait croire que ça pouvait se réaliser ici et en Ngaliema. Je donnerai à titre d'exemple qu'au Camp Tchatchi, hier, on a opéré 6 malades qui avaient des tumeurs cérébrales. Au lieu d'ouvrir la tête, on les a enlevés par le nez avec une caméra parce que les matériels étaient au Camp Tchatchi. De même pour les enfants en Ngaliema aussi, on a opéré une dizaine d'enfants qui avaient des malformations de la tête, mais au lieu de mettre un tuyau qu'on mettait dans les temps, on les a fait aussi par vidéochirurgie et ce sont des interventions qui se sont passées avec beaucoup de succès. Dans les temps, on pouvait opérer une tumeur cérébrale, on t'ouvre la tête et ça prend autant d'années, autant de mois ou de jours pour que tu quittes l'hôpital et les risques étaient très élevés. Mais aujourd'hui, avec les plateaux techniques que l'État et la présidence a pu offrir au Camp Tchatchi ainsi que dans d'autres structures,
nous sommes aujourd'hui capables de faire ces histoires-là de la même manière que ça s'est fait partout ailleurs. Et nous faisons marche arrière pour vous parler encore de la COP 29 qui s'est clôturée depuis le dimanche passé. Parmi les délégations congolaises qui ont pris part à ces assises sur le climat figure la délégation de l'INPP. Cet institut de préparation professionnelle a présenté sa stratégie de développement de métiers verts à l'horizon 2030. Rodépanda pour les explications. Atteindre 25% de l'effectif formés chaque année dans des métiers verts et verdissants, c'est le défi que tient à relever l'INPP. Cette structure étatique de la RDC est engagée dans la formation axée sur les métiers verts pour lutter contre les changements climatiques. À la COP 29, la délégation des experts de l'Institut national de préparation professionnelle INPP, venus de province et de la capitale Kinshasa, a parlé lors des side events tenus au stand de la RDC de 1700 personnes formées dans 71 métiers créés. Et donc on est ici pour présenter notre stratégie de développement de métiers verts à l'horizon 2030. En tant qu'INPP, nous pensons que pour faire du secteur de l'environnement un secteur sobre, il faudrait transformer ce secteur à un vecteur de création des emplois. Et c'est de cette manière-là que nous pouvons non seulement préserver l'environnement, mais également générer de revenus. Et l'INPP étant un établissement public qui a pour mission, entre autres, la formation professionnelle, et nous avons voulu mettre en place un répertoire des métiers de formation professionnelle dans des filières en lien avec la protection de l'environnement. Pour rappel, l'INPP reste déterminé à accroître les filières des métiers verts pour plus d'efficacité dans la lutte contre les changements climatiques. À ces assises de COP29, c'était l'occasion pour l'INPP de dévoiler aussi son répertoire de filières de formation en métiers verts. Lors de son passage à Bunia, dans la province d'Elitouré, la première ministre Judith Suminwa a eu des échanges avec le chef traditionnel. Ces derniers ont plaidé auprès de la chef du gouvernement pour le renforcement des effectifs militaires et aussi la mise en œuvre effective du programme PDDRCS pour stopper les groupes armés, comme nous dit Junior Selemani. Le chef coutumier de l'Itourie plaide pour le renforcement des effectifs militaires dans cette province pour stopper l'activisme de groupes armés. Demande formulée lors de l'entretien leur accordé par la première ministre le samedi dernier à Bunia. Nous remercions le chef de l'État pour avoir aidé et regardons sur le problème sécuritaire de l'Itourie. Et Dieu merci, cette délégation est arrivée. L'Itourie jusque-là n'a pas un nombre consistant de militaires. Il faut qu'il y ait un renforcement des militaires dans nos différents villages qui sont sous siège même des groupes armés et qui fait des fois un blocage à la vie paisible de la population. Si une fois ces zones seraient renforcées par les militaires, je pense que ce serait un pas que le gouvernement vienne renforcer le gouvernement militaire pour qu'on parle de la paix totale sur donc la province de l'Itourie. James Katalo, chef du secteur de Baïma-Sid, ajoute que la mise en œuvre effective du PDDRCS est un levier important pour une paix durable en Itourie. Nous demandons au gouvernement la mise en œuvre effective donc, du programme PDDRCS qui était également en l'attente de la population. Malheureusement jusque-là, ce programme marche à pas de tortue. Et une fois si ce programme était matérialisé, je pense que la diminution de ces groupes armés dans la bourse, puisqu'ils seraient, je dirais, pris en charge par ce programme. Donc nous souhaitons à ce que ce programme reprenne. Rappelons que, depuis l'avènement de l'état de siège, le chef coutumier de l'État maire résolument engagé aux côtés de l'administration militaire, surtout dans la sensibilisation de leurs propres fils à adhérer au processus de paix. Aujourd'hui, les résultats sont probants. Ce terrain, de manière particulière, en territoire de Djougou, où les forces armées pacifient lentement et sirément cette zone minière.
Je le dis à l'ouverture de ces journaux, de nouveaux chantiers encore ouverts dans la capitale. Le gouverneur de la ville vient de procéder au lancement de la deuxième phase de travaux de réhabilitation de plusieurs routes à Kinshasa. L'avenue Asosa, Kalembelembe, Kabambare figure parmi les routes concernées pour cette deuxième phase. Le coup d'envoi a été donné dans la commune de Bandalungwa et du Tchalakatala. À la tête d'un cortège dans lequel se trouvait le vice-gouverneur Edi Yeli et le ministre des Infrastructures, Travaux publics Alain Chilungu, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, s'est rendu dans la commune de Bandalungwa où il a symboliquement lancé la deuxième phase des travaux de réhabilitation des routes. Le cortège a ensuite roulé en guise d'inspection sur l'avenue Asosa à Ngiringiri, l'avenue Kalembelembe à Lingwala, l'avenue Kabambare à Barumbu, jusqu'au rond-point Beaumarchais. Avant Misala Yazande Banda, il faudra accessibilité à résolu. Mais après ça, qui instruction du gouvernement. Nous avons reçu l'instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Avant l'inauguration du marché central, toutes les avenues perpendiculaires et parallèles au boulevard du 30 juin devraient être réhabilitées pour faciliter son accessibilité. Nous remercions le président de la République, la chef du gouvernement et le ministre des Finances pour ses soutiens à la ville capitale. Dans ces échanges avec les Kinoises et Kinois rencontrés à cette occasion, le gouverneur Daniel Bumba Lubaki a rappelé sa détermination à concrétiser la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour la ville de Kinshasa. Volontaires sur la route dans la commune de Limete pour ramasser des ordures, des déchets plastiques et autres. Ils sont tous membres de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Objectif, rendre la commune plus propre. Blandine Wavingana. La campagne de salubrité lancée dernièrement par le gouverneur de la ville de Kinshasa a répondu favorablement. La Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification a organisé une activité de nettoyage et d'éducation aux règles d'hygiène dans la commune de Limete, dénommée Mouvement Vert Céleste. L'idéal est de sensibiliser la population de Limete et d'ailleurs à changer des mentalités vis-à-vis des ordures, jeter les déchets dans un endroit approprié pour ne pas polluer l'environnement afin de lutter contre le paludisme et d'autres maladies des mains sales. Ces mouvements Vert Céleste initiés par le révérend docteur San Myung Moon et docteur Adjahan Moon a pour slogan « Baptisons une Afrique belle et une Afrique saine ». Le révérend Jean-Pierre Kadima Mundadi circonscrit l'événement. Afrique verte veut dire que nous devons ramasser les ordures, garder notre environnement propre, parce que nous savons que Dieu a créé l'homme pour qu'il vive dans un environnement sain et propre. La Fédération des familles, d'abord dans sa vision du fondateur, le révérend Dr San Myung, de pouvoir nettoyer notre environnement. Parce que la malédiction, les péchés, tout ce qui est saleté vient de l'environnement qui est sale. On ne peut pas s'imaginer. Ici à Kinshasa, la saleté est devenue notre ami. Il y a des mamans qui étalent des choses sur le sol et on vient, après quand il y a la malaria, nous condamnons Dieu. Nous disons que non, voilà, c'est la volonté de Dieu. Et pourtant, c'est notre irresponsabilité. Ce projet de nettoyage pour rendre l'environnement sain couvre actuellement 14 pays d'Afrique dont la RDC. Tous les députés et sénateurs de l'UDPS et ses alliés sont unanimes à la révision ou au changement constitutionnel. Ils promettent de sensibiliser la population dans ces sens. Décision prise au cours de la réunion de concertation présidée par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Deux explications avec Alain Bikaï. Prévu pour le mardi 19 novembre dernier, la réunion des concertations entre les députés nationaux et sénateurs du parti présidentiel et leur hiérarchie s'est tenue ce dimanche 24 novembre à l'hôtel Kempinski Fleuve Congo. Au cours de cette rencontre, le président intérimaire de l'UDPS a rappelé à ses interlocuteurs à l'ordre et au respect de la hiérarchie. Concernant les enjeux politiques de l'ère, les élus du peuple de ce parti apportent leur soutien défectible à l'initiative de leur autorité de référence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la révision constitutionnelle ou changement constitutionnel et optent pour les changements constitutionnels. Conscient des imperfections contenues dans la dite constitution, à la lumière des enjeux en rapport avec
l'intégrité de notre territoire national et les conditions de fonctionnement de nos institutions, avons décidé à l'unanimité et sans condition d'accompagner notre haute autorité de référence dans cette démarche ô combien démocratique. Invitons par conséquent nos bases respectives à se ranger comme un seul homme derrière le chef de l'État pour l'aboutissement heureux du processus ainsi engagé. Concernant la motion de défiance initiée contre le ministre national des UTPR sans concertation, le chef du parti présidentiel a rappelé aux uns et aux autres que l'UDPS et sa mosaïque ont des responsables et une haute autorité de référence à qui se référer pour toute initiative parlementaire tendant à déchoir un membre des institutions de la République. De ces faits, ces élus nationaux ont pris l'engagement de surseoir leur démarche. Une journée de sensibilisation sur le patriotisme et la citoyenneté a été organisée dans la commune de Mongafula. Des milliers d'habitants venus de différents coins ont été sensibilisés sur le bien fondé de la Constitution. Une initiative de la Fondation Lambert Kankolongo. Regardons. La population donne de plus en plus de voix pour une probable révision constitutionnelle. Cette population, plus de 1000 venus des différents coins de la commune de Mongafula, rassemble ce jour sur initiative de la Fondation Lambert Kankolongo, est unanime pour la réforme. Dans son discours devant ces milliers de membres, Lambert Kankolongo, président de la fondation portant le même nom, a parlé d'un texte dépassé qui nécessite quelques retouches. Pour lui, l'actuelle constitution est muette sur les facteurs socio-culturels qui affectent nos croyances, coutumes et modes de vie. Aussi, cette loi fondamentale qui contient plusieurs pièges a intentionnellement oublié la superficie de notre pays pour occasionner une perte d'une partie de notre territoire national, a-t-il renchéri. Après avoir feuilleté la Constitution, nous nous sommes rendus compte, dans ces 229 articles, nous avons dit oui pour le changement de la Constitution. Nous sommes derrière le chef de l'État. Nous les soutenons parce que nous croyons qu'il faut réellement que la population congolaise se retrouve dans sa loi fondamentale. La Fondation Lambert Kankolongo, qui œuvre en faveur des démunis, ne compte pas s'arrêter là. Elle envisage déjà la récolte des signatures comme l'exige la loi afin de soumettre la question au débat au niveau de l'Assemblée nationale. Un professeur émérite français, Christian Desboisseux, a reçu le diplôme honoris causa, un titre lui décerné pour son engagement dans la formation et encadrement de plusieurs professeurs congolais. Ce nouveau prix lui a été remis par le recteur de la colline Espérée. Dans le cadre de la diplomatie universitaire entre la France et la République démocratique du Congo, l'université de Kinshasa vient d'octroyer un diplôme de docteur honoris causa au célèbre économiste français, le professeur émérite Christian Desboisseux. Ce dernier a été accompagné par le professeur Émile Ngoï Kassongo, ambassadeur de la RDC en France. Un titre lui octroyé pour son engagement dans la formation et encadrement de plusieurs éminents professeurs congolais à Paris. Christian Boisseux s'est dit très flatté par ces gestes. Si les circonstances le permettent, c'est de revenir ici, d'intervenir à distance, mais pas qu'à distance. Faire un peu de présentiel aussi, parce que je suis encore complètement dans l'enseignement, dans la recherche. Je reste très actif, je pense énergique, énergétique, justement parler de la transition énergétique et écologique. Pour le recteur de l'université de Kinshasa, c'est une plus-value au sein de son établissement. L'université de Kinshasa est effectivement heureuse d'avoir un partenaire de taille qui a promis non seulement de nous accompagner avec son expertise, mais également d'assurer les enseignements. Témoin de l'événement, les deuxièmes vice-présidents du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, et l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, le professeur Émile Ngoï Kassongo. Cet événement d'aujourd'hui participe également à renforcer cette diplomatie scientifique, cette diplomatie universitaire entre des géants de la francophonie qui sont appelés à préparer un avenir meilleur. Le thème qu'il a développé
sur le financement de la transition énergétique et climatique en proposant des pistes de solutions. Ça a été pour nous une bonne leçon académique qu'il faut retenir et qu'il faut mettre en application. Durant son séjour sur les sols congolais, ces professeurs français comptent animer des conférences de haut niveau en virtuel, tout comme en présentiel. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Jacques Kabwaba Mukumina Sedouga, réalisé par Mamita Bangoulou, Jonathan Mobalama. La partie technique a été assurée par Yannick Yangumba Chamberton, Camille Kilimba, Émile Zola, Gulem Moukoko, Alain Sodi. Le tout sous la direction de Joseph Oscar Mbalkaïch. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30 Louisette Tsakala. Très bonne suite des programmes sur nos antennes.